Alice Kill était la maîtresse bien plus jeune d'Édouard VII. Lorsqu'elle apprit qu'il était sur son lit de mort, elle se précipita aux portes du palais de Buckingham, brandissant une lettre. Les gardes la laissèrent entrer à contre-cœur, une décision qu'ils finirent par regretter lorsqu'ils apprirent ce qu'elle fit à l'intérieur. Nous reviendrons sur cette histoire plus tard. On pourrait dire que Alice Kill est née avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Sa famille était composée de membres éminents de la noblesse anglaise et de descendants directs de la maison royale des Stuart. Alice incarnait l'idéal victorien de la beauté. Elle avait de grands yeux bleus, une taille fine et, de manière plus célèbre, une poitrine généreuse. Mais elle possédait une autre arme secrète. Elle était aussi extrêmement intelligente, et d'une manière bien particulière. En évoluant dans les salons victoriens, Alice avait un talent incroyable pour maintenir la conversation, la diriger là où elle voulait et éviter les sujets qu'elle souhaitait esquiver. En d'autres termes, elle savait être très discrète. Et ce talent allait bientôt lui être très utile. À l'été 1891, Alice, alors âgée de 23 ans, se maria. Son époux était le fringant et honorable lieutenant-colonel George Kill, un soldat issu d'une famille ayant une longue tradition de service auprès de la famille royale. Pourtant, bien que le nouvel époux d'Alice possédât une grande dignité, il lui manquait une chose très importante. Le salaire de soldat de George Kill ne couvrait pas tout à fait les goûts de plus en plus coûteux d'Alice, et ils avaient souvent bien moins d'argent qu'ils ne l'auraient bien souhaité. À ce stade, certains auraient en cherché un second emploi, mais ce n'est pas ce que fit Alice. Elle trouva une solution très étrange à ses problèmes financiers. Elle décida de cibler des hommes riches et d'entamer des relations extra-conjugales avec eux, utilisant essentiellement sa beauté légendaire et sa discrétion pour devenir une sorte de sugar baby victorienne. Et devinez quoi? Comme pour tout ce qu'Alice entreprenait, elle excellait dans ce domaine. Alors, qu'avait à dire George Kill à ce sujet? Eh bien, voici la partie vraiment choquante. Peu de gens le savent, mais les Victoriens n'étaient pas réellement des prudes. Beaucoup d'entre eux, surtout dans les cercles huppés qu'Alice fréquentait, étaient délicieusement coquins. Ainsi, pendant qu'Alice s'occupait de riches gentlemen, son mari George la soutenait à 100%. Il s'adonnait même à ses propres aventures et déclara un jour « Peu m'importe ce qu'elle fait, tant qu'elle revient vers moi à la fin. » Il était donc étonnamment ouvert d'esprit à ce sujet. Puis, en 1898, Alice Kill rencontra son destin. La mondaine de 29 ans fit la connaissance de nul autre que le prince Édouard, fils aîné de la reine Victoria et héritier du trône d'Angleterre. À ce moment-là, Alice n'avait aucune idée que cette rencontre fortuite changerait sa vie à jamais. À cette époque, le prince de Galles avait déjà une sacrée réputation de scandale. Bien que marié à Alexandra de Danemark, il avait eu de nombreuses liaisons avec de belles actrices et des femmes nobles à travers toute l'Angleterre. Les historiens estiment qu'il eut au moins 55 aventures au cours de sa vie. Mais ce chiffre est probablement très sous-estimé. Et ce n'était pas tout. Le prince Édouard était célèbre pour ses appétits démesurés, tant charnels que gastronomiques, ce qui lui valut le surnom de Dirty Bertie pour toutes ses frasques. En prenant de l'âge et du poids, le royal avait 56 ans lorsqu'il rencontra Alice, assez vieux pour être son père. Mais bien sûr, cela ne l'arrêta pas. Il avait passé la majeure partie de sa jeunesse à se faufiler dans les chambres de belles femmes femmes mariées. Alors il dut être surpris de trouver George Kill si conciliant face à cette liaison. Le prince de Galles était un visiteur fréquent de la maison des Kill à Mayfair. Et à chaque fois qu'il arrivait, George s'assurait de partir juste à ce moment-là. Très astucieux. Et pourtant, c'était toujours terriblement gênant. Édouard était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, au moment exact où il le voulait.
cela entraînait souvent des crises de colère et des sautes d'humeur. La réponse d'Alice était brillante. Avec son calme et son don pour la conversation, elle devint une sorte de chuchoteuse de roi, et fut l'une des rares personnes dans la vie d'Édouard capable de le calmer de manière fiable. Comme un témoin le commenta, il était un enfant bien plus agréable depuis qu'il avait changé de maîtresse. Mais Alice Kill n'était pas une ange victorienne désintéressée. Loin de là. En fait, elle profita pleinement de sa nouvelle position officieuse en se récompensant généreusement. Elle s'assura que le prince la paya grassement sous forme de dotation royale. Elle obtint également des emplois confortables pour son mari et son frère, grâce à ses connexions royales. Bien sûr, cela restait dans son cercle personnel. Elle exerça aussi son influence dans d'autres domaines. Lorsqu'Alice devint maîtresse royale, elle bouleversa le palais de la meilleure des manières. Mais les gens à la cour étaient choqués de voir jusqu'où elle était prête à aller, et ce qu'elle était prête à faire pour protéger sa nouvelle position. La seule personne qui aurait pu se mettre en travers de son chemin était l'épouse d'Édouard, Alexandra de Danemark. Naturellement, les deux femmes auraient dû être ennemies. Mais voyez-vous, Alexandra était habituée à gérer l'ancienne maîtresse d'Édouard, Daisy Grubble, qui était bruyante et vantarde à propos de son association avec la royauté. Alice, en revanche, savait exactement quoi faire pour se mettre Alexandra de son côté. Au lieu de clamer à qui voulait l'entendre ses nouvelles conquêtes royales, Alice fit la chose intelligente et garda la bouche poliment et fermement close. En fait, elle était si bien élevée, gracieuse et discrète concernant sa faveur auprès du futur roi. Pour se rapprocher encore plus d'Alexandra, Alice tenta également d'aider Édouard à choisir des cadeaux pour sa femme, et elle était très douée pour cela. Elle participa même à la création d'un ensemble d'animaux Fabergé, car Alexandra les collectionnait. Et enfin, il semblait que tout le travail acharné d'Alice Kill allait porter ses fruits. En 1901, elle obtint une promotion majeure dans sa vie. Cette année-là, la reine Victoria décéda, mettant fin à l'ère victorienne et propulsant le prince de Galles sur le trône en tant que roi Édouard VII. La nouvelle ère édouardienne avait commencé, et Alice était en plein cœur de cette période. Avec Édouard devenu monarque, sa jeune maîtresse commença à servir d'intermédiaire entre son amant et ses ministres. Et croyez-moi, elle était puissante. Beaucoup des affaires d'Édouard VII commençaient et se terminaient avec Alice Kill, et elles se déroulaient dans un lieu surprenant, son propre salon. Il devint courant pour elle d'organiser un autre dîner et d'utiliser cette occasion pour glisser subtilement un sujet controversé dans la conversation, juste pour évaluer l'effet, qui était bien sûr rapporté directement au roi. Mais elle voulait vraiment que tout cela reste top secret. Bien que le premier ministre de l'Angleterre, Herbert Henry Asquith, ait un jour loué les sages conseils d'Alice, elle détestait, et je veux dire vraiment détestait, qu'on évoque explicitement son influence politique, préférant que cela reste uniquement entre initiés. Lorsque l'épouse du premier ministre, Margot Asquith, parla d'elle comme de la conseillère du roi, la maîtresse royale fut furieuse. Mais bientôt, elle eut des préoccupations bien plus graves. Vous voyez, Alice Kill était l'une des femmes les plus persuasives de toute l'Angleterre, et elle savait capter l'attention du roi comme personne. Mais elle avait une limite fatale. Peu importe ses efforts, Alice ne put jamais convaincre le roi d'abandonner ses plaisirs matériels que furent le tabac et la nourriture. Même si elle essayait de satisfaire ses appétits dans la chambre, cela aurait des conséquences désastreuses. Édouard vivait comme s'il était immortel. Mais bien sûr, il ne pouvait pas avoir plus tort. Finalement, la vie d'excès et d'hédonisme du roi le rattrapa de la pire des manières. À partir de 1909, l'usure sur le corps d'Édouard devint trop importante pour être ignorée. Bientôt, l'amant royal d'Alice tombait en morceaux. En plus de développer une bronchite sévère due à son habitude de fumer des cigares, le roi Édouard VII
contracta également un ulcère cutané sur le nez, qui est en réalité une forme de cancer de la peau. Il suivit une cure au radium pour éliminer le cancer, mais il n'était toujours pas en grande forme. Et puis, la catastrophe frappa en février de cette année-là. Il perdit connaissance pendant un bref moment lors d'une visite d'État, puis en mars 1910, lors d'un autre voyage diplomatique en France, le roi s'effondra complètement, nécessitant un séjour prolongé dans ce pays étranger pour se rétablir et rentrer chez Alice. Pourtant, comme nous le verrons, ce retour au pays fut tout sauf heureux. Une fois que le roi Édouard revint en Angleterre au printemps 1910, tout s'effondra complètement. Avant qu'Alice n'ait même eu l'occasion de retrouver correctement son amant, Édouard subit plusieurs crises cardiaques consécutives le 6 mai 1910. Mais ce n'était pas le pire. Incapable d'admettre une quelconque défaite, le monarque refusa même de s'allonger, déclarant « Non, je ne céderai pas. Je continuerai. Je travaillerai jusqu'à la fin. » C'est Alice qui allait le regretter. Quand elle apprit que le roi était aux portes de la mort, la femme habituellement posée s'effondra complètement, se précipitant dans le palais pour être à son chevet. Bien que la reine Alexandra l'ait gracieusement laissée entrer, la situation était plutôt gênante, et les nerfs de la consort étaient raisonnablement à vif à cause de toute cette situation. Eh bien, cela n'allait pas s'améliorer. Avec Édouard entouré de sa famille et de sa maîtresse, il lâcha une phrase explosive. Selon la légende, le roi mourant regarda sa bien-aimée Alice Kiel, puis se tourna vers Alexandra de Danemark et insista pour qu'elle embrasse Alice. Comme si cet ordre pouvait apaiser les tensions dans la pièce. Alerte spoiler. Cela ne fit qu'empirer les choses 10 fois plus, et détruisit le peu de tolérance qu'il restait à la reine pour la maîtresse du roi. Étant donné les circonstances, Alexandra devait être complètement dégoûtée. Il n'est donc pas surprenant qu'elle se soit tournée vers Alice et lui ait fermement demandé de quitter la pièce. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait suivre. Lorsqu'Alice réalisa que la reine d'Angleterre lui avait donné un ordre direct et qu'elle ne reverrait jamais le roi Édouard vivant, la situation passa de gênante à horrible. La célèbre maîtrise d'Alice Kiel lui fit défaut, et elle s'effondra en sanglots désordonnés, criant « Je n'ai jamais fait de mal. Il n'y avait rien de mal entre nous. Que vais-je devenir ?» Malheureusement, cela ne s'arrêta pas là. Alice était si hors d'elle, et presque folle, qu'elle ne put même pas quitter le chevet du roi de son propre chef. Finalement, des membres plus stoïques de la maison royale durent la traîner hors de la pièce, toujours en sanglots et en cris, et ils la jetèrent presque dans la rue. Cela dut être absolument humiliant. Une fois la poussière retombée après l'éclat de chagrin d'Alice, elle fut si mortifiée par son propre comportement et son manque de retenue inhabituelle qu'elle tenta de prétendre que cela n'avait jamais eu lieu et minimisa l'événement lorsqu'elle en parla plus tard. Il lui fallut beaucoup de temps pour admettre ouvertement la vérité de ce jour-là, et peut-être encore plus pour accepter ce qui se passa ensuite. Juste après 23h30, le soir du 6 mai 1910, le roi Édouard VII rendit son dernier souffle, décédant à l'âge de 68 ans. La mort du roi ne marqua pas seulement la fin de l'ère édouardienne. Elle signifia également la fin de l'ascension d'Alice Kiel à la cour royale. Ainsi, alors que le monde se préparait à offrir au monarque des funérailles d'État, Alice planifia de lui dire un dernier adieu. Lorsque le palais mit le roi en repos le 17 mai, la désormais douairière reine Alexandra permit à nouveau à Alice d'assister, mais il y avait un hic déshonorant. Dans un geste évident envers sa relation illicite avec le roi, la famille royale força Alice à entrer et sortir par une porte latérale. Bien que cela ait dû être très douloureux, il y avait encore plus de douleur à venir.
Alice avait passé presque tout son temps, en tant que maîtresse royale, à essayer de ne pas offenser les gens. Mais malgré tous ses efforts, sa position intrinsèquement scandaleuse lui attira d'énormes ennemis. Parmi eux se trouvait le fils et héritier d'Édouard, le nouveau roi George V, et son épouse Mary de Teck. Lorsque les nouveaux monarques établirent leur propre cour, ils s'assurèrent qu'elle adhère à des lignes directrices plus traditionnelles et moins débauchées, et ils exclurent ostensiblement Alice de la cour. Avec le roi gisant froid dans la tombe, Alice dut prendre une décision déchirante. Autrefois la coqueluche de l'ère édouardienne, elle se retrouva exclue de nombreux salons qu'elle illuminait autrefois. Sentant la pression, elle et son mari, George, quittèrent l'Angleterre entièrement avec leur petite famille en novembre 1910, seulement quelques mois après le décès d'Édouard. Les Kill ne revinrent en Angleterre qu'après des décennies loin de leur pays natal, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, et ils retrouvèrent leur vie complètement transformée. On était alors en 1940, fermement ancrés dans le XXe siècle et sa technologie, et ils étaient désormais, mariage ouvert ou non, des reliques pittoresques d'une époque révolue. Pourtant, ce n'était pas la seule chose qui les mettait mal à l'aise. Bien qu'Alice ait intimement compris la monarchie d'Édouard VII, elle la reconnaissait à peine désormais. Après tout, elle avait traversé un changement tumultueux. Dans les années 1930, le petit-fils d'Édouard VII, Édouard VIII, était sur le trône. Mais en 1936, il renonça à tout et abdiqua pour sa propre maîtresse royale, Wallis Simpson. Quand Alice Kill apprit cette nouvelle, sa réaction fut surprenante. Issue d'une époque où les maîtresses royales n'étaient que des apaisantes nécessaires des troubles du roi, elle fut extrêmement peu impressionnée par les pitreries de collégiens de cet Édouard plus jeune à propos de sa maîtresse Wallis. En parlant de ce scandale, elle déclara que les choses étaient bien mieux faites à son époque. Mais peu importe ce qu'elle pensait d'une Angleterre en voie de modernisation, en 1947, la vie d'Alice Kill allait prendre un tournant très sombre. À l'âge de 69 ans, elle n'était plus dans la fleur de l'âge, et sa santé commença à décliner rapidement. Ce septembre-là, la maîtresse légendaire décéda dans sa villa de la cirrhose du foie. Contre toute attente, elle resta mariée à son dévoué mari de 56 ans, George Kill. Seulement, comme il s'avéra, cela fut plus une malédiction qu'une bénédiction. George et Alice disaient toujours qu'ils étaient parfaitement à l'aise avec ses devoirs de maîtresse royale. Et, croyez-le ou non, ils disaient en fait la vérité. Ils étaient si amoureux l'un de l'autre à la fin que George Kill réalisa qu'il ne pouvait pas vivre sans son Alice. Il décéda seulement 2 mois et demi après sa bien-aimée, et il repose mieux désormais côte à Florence. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, FactNate, pour plus de faits incroyables sur tout.